Eh ben, bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire IMPAWatt consacré aujourd'hui à l'enveloppe des bâtiments et au climat intérieur. Donc tout d'abord, dire que les questions, si vous en avez pendant cette présentation, je vous incite à les poser dans le chat. Ensuite, je les parcourrai dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Euh, je vais commencer par une petite présentation, un petit rappel de ce que c'est IMPAWatt et de cette plateforme. Donc là, il y a une petite vidéo qui va se diffuser derrière moi et puis on se revoit dans 30 secondes. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. C'est une petite nouveauté pour ces webinaires, cette vidéo de présentation. Maintenant, on va passer au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, savoir l'enveloppe des bâtiments et l'influence sur le climat intérieur. Donc moi, je suis Michael Guichard, je suis ingénieur spécialisé en physique du bâtiment dans le bureau Planaire. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui euh, l'enveloppe des bâtiments, pourquoi s'intéresser à l'enveloppe des bâtiments dans le milieu de l'entreprise, dans l'industrie ou dans d'autres types d'affectations. C'est vrai que c'est un domaine qui souvent est considéré comme coûteux hein, quand on va parler d'assainissement énergétique avec des interventions qui vont être potentiellement difficiles à rentabiliser. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il va falloir vraiment considérer cette enveloppe de bâtiment comme un outil à part entière qui va permettre une meilleure maîtrise du climat intérieur, un meilleur confort pour les personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment, et éventuellement une meilleure productivité. Ça va permettre de réduire aussi les besoins des installations techniques, d'avoir des installations moins puissantes et puis qui consomment moins d'énergie. Et on va voir à la fin de la présentation les avantages d'une planification globale des investissements qu'on doit faire sur l'enveloppe des bâtiments. Alors l'enveloppe thermique, tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle? Quelle est la définition? Donc c'est l'ensemble des éléments qui ferment un espace à l'intérieur duquel on contrôle la température, et éventuellement aussi l'humidité, les poussières ou d'autres choses. Donc c'est un espace qu'on va climatiser dans le sens où on va le chauffer ou le refroidir ou le déshumidifier ou l'humidifier. Ce qui est important ici comme mot, c'est enveloppe, un espace fermé, avec des éléments qui vont être contre l'environnement extérieur, contre le climat extérieur, des éléments de cette enveloppe qui vont être contre des espaces qui, eux, ne sont pas chauffés. Par exemple, sur ce graphique, ça peut être la chaufferie, ça peut être un quai de déchargement, ça peut être un vide sanitaire. Et des éléments aussi qui vont être contre le terrain. On peut aussi, dans certains cas, avoir des éléments d'enveloppe qui donnent compte d'autres ambiances. Par exemple, quand on a une chambre froide, ça va être une enveloppe de bâtiment à l'intérieur d'une autre enveloppe, deux enveloppes séparées, donc deux systèmes à considérer de manière indépendante, qui vont avoir des interactions
entre eux. Sur une enveloppe thermique, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ils vont concerner par exemple la conduction, c'est-à-dire quand on parle d'isolation du bâtiment, c'est les pertes thermiques des éléments de l'enveloppe, des murs, du sol, des fenêtres, par conduction. On va avoir des pertes liées au renouvellement de l'air. Ce renouvellement de l'air, il peut être naturel, par une ouverture de fenêtre, par des fuites non contrôlées, et il peut être plus contrôlé, forcé par une ventilation mécanique, par exemple, que vous avez ici. Les échanges vont être aussi radiatifs. Par exemple, le soleil au travers d'une fenêtre, ou la nuit ou en hiver, un rayonnement qui là, va plutôt aspirer la chaleur du bâtiment de manière nocturne, un rayonnement froid. Les échanges vont aussi concerner des éléments qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, des dégagements de chaleur de la part des machines, de l'éclairage, de tous les équipements électriques ou des personnes qui vivent à l'intérieur de cette enveloppe. Donc voilà, une enveloppe thermique, c'est un espace où ont lieu plusieurs échanges. Et quand on va faire le bilan de ce qu'une enveloppe perd ou gagne comme énergie, à la fin on aura un solde qui sera positif ou négatif que devront compenser des installations techniques. Donc si l'enveloppe perd plus d'énergie, qu'est-ce qu'elle en gagne? On va avoir une chaudière qui va fournir de la chaleur pour chauffer le bâtiment et le maintenir en température. Et s'il y a plus d'apport interne ou de soleil que ce que perd l'enveloppe comme énergie, là on va plutôt avoir des besoins de froid, de climatisation. Pour les personnes qui sont à l'intérieur des bâtiments, leur confort thermique va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier, celui auquel on pense immédiatement, c'est la température ambiante, la température de l'air. C'est celle qu'indique le thermomètre. Il y a un deuxième paramètre auquel on pense moins, c'est la température des éléments de l'enveloppe qui entourent cette personne. C'est des échanges qui, eux, sont radiatifs, qui ne sont pas détectés par le thermomètre. On a coutume de dire que dans un bâtiment où il n'y a pas de mouvement d'air, quand c'est stable, la température ressentie par une personne est due pour moitié à la température de l'air et pour moitié à la température rayonnante des éléments d'enveloppe qui entourent cette personne. S'il y a des mouvements d'air, ils vont influencer aussi le confort. 1 mètre par seconde, c'est à peu près, selon son niveau d'habillement, jusqu'à 3 degrés perdus sur le confort de l'utilisateur. Le confort, il va dépendre aussi d'autres paramètres non liés à l'enveloppe. Il va dépendre du niveau d'habillement des personnes. Il va dépendre de leur niveau d'activité. Il va dépendre aussi, dans des cas extrêmes, du taux d'humidité relative de l'air. Quand je dis cas extrême, c'est qu'entre 30 et 70% d'humidité relative, on ne va pas sentir la différence. Mais quand l'air devient vraiment trop sec ou trop humide, là, ça peut avoir une influence sur le confort. Et le confort va aussi dépendre du ressenti de chacun. Voilà, le bâtiment parfait n'existe pas. Il y a toujours au moins une personne qui n'est pas satisfaite du confort. Et même pour une même personne, selon si on est en été, en hiver, selon si on est malade ou en bonne santé, on va avoir des moments où on supporte mieux un 20 degrés qu'à d'autres moments. Par exemple, près d'une fenêtre, qu'est-ce qui se passe au niveau du confort? On va avoir des échanges entre la personne et l'environnement extérieur au travers de cette fenêtre qui vont être principalement radiatifs. Alors si on est en hiver, en pleine nuit, la fenêtre va être froide et va prendre de la chaleur, va rayonner de manière froide sur la personne. Si le soleil tape la vitre, là on va plutôt ressentir de la chaleur. On peut avoir souvent aussi, au travers des menuiseries, des problèmes d'infiltration d'air qui vont modifier les conditions de confort. Et on peut avoir aussi, quand l'élément est vraiment froid, la fenêtre c'est toujours un élément parmi les plus faibles de l'enveloppe thermique, des mouvements d'air qui, eux, sont liés à des effets convectifs.
l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Donc l'air, quand il va s'approcher de la fenêtre, il va se refroidir et il va tomber. On va avoir une sorte de chute d'air près des vitrages qui va entraîner un mouvement d'air qui peut aussi influencer le confort des occupants. Là, je vous ai mis par exemple ici une thermographie d'un bâtiment qui n'est pas très bien isolé, où c'est des vitrages simples. En violet, c'est les températures les plus froides. On voit que les fenêtres sont une température de surface autour de 10-12 degrés, alors que le reste des éléments d'enveloppe est plutôt autour de 18-19 degrés. Donc là, on se rend bien compte que si on va être proche de cette fenêtre, on va subir ce rayonnement froid, on va peut-être subir un peu de convection et on va avoir froid. Le niveau de confort, comme je l'ai dit en introduction, va dépendre aussi des personnes, de comment elles sont habillées, comment elles se comportent. Je vous ai mis ici un extrait de la norme Messias 180 qui donne à peu près quelle température est considérée comme pouvant satisfaire un maximum d'utilisateurs en fonction du niveau d'habillement des personnes et en fonction de leur niveau d'activité. Par exemple, pour un bureau, on va avoir des personnes quand même habillées de façon républicaine et qui sont assises, par contre, qui ont un niveau d'activité faible. Donc, pour les satisfaire, on va considérer qu'il faut à peu près une température moyenne d'environ 22 degrés. Ça, c'est la température opérative, donc la température ressentie par l'occupant. Ce n'est pas forcément la température de l'air, ça va dépendre aussi si on est dans une enveloppe bien isolée ou pas, ça on va voir après. Par contre, pour les opérateurs qui, eux, vont être sur les machines, qui vont avoir aussi un bon niveau d'habillement, le même niveau d'habillement, mais qui vont être debout et qui vont peut-être marcher un petit peu, pour ressentir un confort acceptable par un maximum de personnes, on va devoir baisser le niveau de température. À 22 degrés, ils auront plutôt trop chaud. Alors, l'enveloppe thermique, quelle est son influence sur la température ambiante? Donc, comme on l'a vu, la température, elle dépend de la ressentie par les occupants, elle dépend de la température de l'air, mais aussi de la température des éléments d'enveloppe qui nous entourent. Donc, si je me place dans un bâtiment qui n'est pas très bien isolé, je vais avoir une température rayonnante des éléments qui entourent les personnes qui va être relativement froide. Donc, si je chauffe si j'ai des éléments qui ont une température rayonnante à 15 degrés et que je chauffe mon bâtiment à 21 degrés, je vous ai dit tout à l'heure, la température qu'on ressent, c'est à peu près la moyenne des températures rayonnantes et de la température ambiante. Donc là, je vais avoir des occupants qui vont ressentir 18 degrés. Si je prends maintenant le même bâtiment, mais isolé, les conséquences de l'isolation, c'est que je vais avoir une température rayonnante plus élevée. Voilà, je vais avoir des parois à 17 degrés au lieu de 15. Donc, pour viser d'avoir le même niveau de confort, donc des opérateurs qui se sentent bien à 18 degrés, je vais même devoir baisser ma température ambiante. Je vais devoir baisser le chauffage à 19 degrés au lieu de 21. Donc, pour le même ressenti, dans un bâtiment bien isolé, je peux baisser la température qu'affiche le thermomètre. Je peux abaisser le réglage de mes installations techniques. Donc, dans une enveloppe bien isolée, il y a plusieurs avantages. Je vais avoir des températures rayonnantes plus élevées, donc moins d'effets convectifs, moins de mouvements d'air, des températures plus homogènes, ce qui aura des influences sur le confort, mais aussi par exemple sur des procédés de fabrication de pièces d'horlogerie, par exemple, qui demandent des températures stables. Je vais pouvoir avoir des températures de consigne plus faibles pour un même confort ressenti. Je vais pouvoir baisser le chauffage, donc avoir des installations techniques moins puissantes qui auront potentiellement un meilleur rendement. Ma chaudière gaz condensation va condenser plus souvent, ma pompe à chaleur aura un meilleur coefficient de performance. Et au niveau de ma distribution de chaleur, les tuyaux étant moins chauds, ils vont aussi perdre moins d'énergie au niveau de la distribution. Et je vais avoir aussi des périodes de chauffe plus courtes, puisque si on parle de chauffer le bâtiment, il y aura des périodes où j'aurai suffisamment de gains énergétiques à l'intérieur, le dégagement de chaleur des personnes, des machines, de l'éclairage, de tous les équipements électriques, qui vont suffire à chauffer le bâtiment. Je n'aurai pas besoin de rajouter en plus du chauffage. Ces périodes vont se rallonger à mesure que mon bâtiment sera mieux isolé.
Et accessoirement, je l'ai mis en dernier, pourtant c'est la première chose auquel on pense, on aura moins de déperdition aussi de cette enveloppe puisqu'elle sera mieux isolée. Si on isole un seul élément d'enveloppe, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va partir de l'hypothèse que mes installations techniques sont bien réglées, que mon petit bonhomme, là, il a une température ressentie qui lui est confortable. Pour une température ambiante donnée, j'ai des pertes par la toiture, par le plancher, par mes façades, mais aussi par le renouvellement contrôlé de l'air. Si j'isole le toit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, j'aurai moins de déperdition thermique par cet élément d'enveloppe que j'ai isolé. On peut facilement diviser par 3, 4, 5 la déperdition d'un élément d'enveloppe en l'isolant si on isole par exemple un bâtiment des années 70. Mais le toit étant mieux isolé, il aura aussi une température de surface plus élevée. Donc pour un même confort à mon utilisateur, pour un même service, je vais pouvoir baisser un petit peu la température de consigne de mon chauffage. Et cet abaissement de la température de consigne va indirectement induire des réductions de pertes au travers des autres éléments d'enveloppe qui, eux, ne sont pas touchés par la rénovation. On a coutume de dire, enfin par expérience, que 1 degré de moins dans la température ambiante des locaux, c'est à peu près 7% d'économie de chauffage. Donc en isolant ma toiture, je réduis les pertes par la toiture, mais si je fais bien en parallèle de ça l'ajustement du réglage de mes installations techniques pour maintenir un service équivalent à mes utilisateurs, je vais aussi indirectement entraîner des réductions de consommation énergétique au travers des éléments de l'enveloppe et du renouvellement d'air que je n'ai pourtant pas touché. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc quand on va faire un calcul pour savoir si c'est rentable d'assainir un élément d'enveloppe, il va falloir prendre tout ça en compte. Ce qui est habituellement fait, c'est de regarder combien ça coûte d'isoler un élément d'enveloppe, qu'est-ce que ça induit comme réduction énergétique, et puis on fait le ratio. Ce qui est plus rarement pris en compte, c'est les conséquences de l'assainissement, par exemple sur l'étanchéité à l'air, quand on va remplacer des fenêtres ou quand on va remplacer des façades métalliques anciennes qui sont peut-être plus trop étanches. On aura aussi des réductions sur le renouvellement de l'air qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à quantifier puisqu'il faudrait faire des mesures du niveau d'étanchéité à l'air des bâtiments. On considère aussi rarement les conséquences sur la température ambiante, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, quand on fait le bilan thermique avant, après rénovation, tenir compte du fait qu'on va pouvoir baisser la température intérieure. C'était la slide d'avant. Je ne vais pas non plus forcément tenir compte que comme j'ai baissé ma température ambiante, je vais peut-être avoir des installations techniques qui auront un meilleur rendement. Et puis, on tient aussi rarement compte, ça j'y reviendrai un peu plus tard, de la durée de vie résiduelle d'éléments touchés. Souvent, on se pose la question, est-ce que j'isole ou est-ce que je fais rien? Mais souvent, le scénario je ne fais rien, il n'est pas toujours valable parce que si on parle par exemple d'une toiture, il y a un moment donné, il faudra quand même la rénover parce qu'elle risque de couler. Ou une chaudière, elle a une durée de vie et puis à un moment, il faut quand même la remplacer. Donc, ce n'est pas où je fais ou je ne fais pas, c'est où je fais maintenant ou où je fais plus tard plutôt. Exemple pour une toiture plate, on veut refaire une toiture, on veut profiter de refaire l'isolation et l'étanchéité. Ce qu'on va faire habituellement comme calcul, on va regarder combien ça coûte d'isoler cette toiture. Par exemple, les prix qu'on voit sur le marché, c'est de l'ordre de 350 francs par mètre carré. Peut-être pour cette intervention, je touche des subventions qui peuvent être par des programmes cantonaux, qui peuvent être des aides fiscales, qui peuvent être autre chose. Donc du coup, j'ai un coût net de 350 moins 60, donc 290 francs par mètre carré. Je vais regarder en isolant le toit, en augmentant la résistance thermique de ma toiture, combien je gagne de kilowattheure, à peu près 70 kWh. Ça, c'est une valeur assez réaliste si on isole au standard d'aujourd'hui un bâtiment des années 70. Si je valorise ces kilowattheures en francs à 10 centimes le kilowattheure, ça me fait à peu près 7 francs par an d'économie par mètre carré.
Donc 7 francs d'économiser pour 290 francs d'investissement net, ça me fait un temps de retour de 41 ans, un rendement de 2%. Donc c'est clair que ça incite pas à à engager ces travaux, puisque c'est peut-être même pas rentable sur la durée de vie de la nouvelle toiture. Par contre, ce qu'on a peut-être oublié de faire, on va reprendre le coût net, hein, le coût moins les éventuelles subventions qu'on a touchées. Et puis ce qu'on va faire cette fois, c'est pas dire j'isole ma toiture ou j'isole jamais, mais plutôt regarder, comparer ce coût à ce que ça aurait coûté de refaire la toiture sans l'isoler. Parce que cette étanchéité, elle commence à fatiguer. Puis si on a voulu isoler cette toiture, c'était pour justement, le premier but, c'était de refaire l'étanchéité. Donc là, on va demander un devis comparatif, puis on aura peut-être un devis à 200 francs par mètre carré au lieu de 350. Puis pour ce devis-là, on n'aura pas de subvention parce que comme on ne l'isole pas, ben, on n'a pas les subventions qui sont associées. Du coup, l'investissement net, c'est la différence entre combien ça coûte d'isoler et d'étancher la toiture par rapport à combien ça coûte d'étancher sans l'isoler. Donc c'est plutôt 90 francs par mètre carré, avec des économies directes par l'augmentation de la résistance thermique de la toiture de 70 kWh, auquel j'ajoute 20 kWh d'économies que je fais de manière indirecte, parce que peut-être je vais pouvoir baisser ma température ambiante, je vais peut-être avoir des installations qui ont un meilleur rendement, etc. Donc là, j'ai des économies qui sont plutôt valorisées à 9 francs par mètre carré au lieu de 7 tout à l'heure. Donc là, 90 francs de coût rentabilisé à 9 francs par mètre carré, j'ai un temps de retour de 10 ans et j'ai un rendement de 10%. Donc là, je suis dans des valeurs qui m'incitent plus à engager les travaux. Alors là, c'est le cas optimiste où, de toute façon, je dois intervenir sur le toit. C'est pas je fais rien ou j'isole, mais c'est soit je refais l'isolation avec l'étanchéité ou soit je fais l'étanchéité tout court. Peut-être qu'au moment où on va se poser la question si on isole le toit, il n'y aura peut-être pas nécessité tout de suite de refaire l'étanchéité. Ça peut peut-être attendre. Alors ce cas-là sera un peu moins favorable, mais si on fait le calcul, ben on va toujours reprendre notre coût avec et sans isolation. Mais si on tient compte du fait que la toiture a une trentaine d'années puis qu'elle pourrait tenir encore 10 ans, ben, mais c'est où j'investis 290 francs maintenant, ou j'investis 200 francs, mais dans 10 ans. Donc j'ai une partie du coût de réflexion que je n'amortis pas dans les 10 ans qui viennent. Donc là, je vais actualiser mes coûts de travaux en prenant plutôt 150 francs par mètre carré si jamais je fais les travaux plus tard, plutôt que de prendre 200 francs. Ce qui va ce qui va augmenter l'investissement net de 50 francs. Donc là, ce sera plus 90 francs par mètre carré que ça va me coûter de faire la toiture, mais plutôt 140. C'est augmenté de 50 francs pour tenir compte de cette perte au niveau de l'amortissement. Si je reprends mes économies à 9 francs par mètre carré, puisque j'ai tenu compte des économies directes et indirectes, j'ai un temps de retour qui reste raisonnable, une quinzaine d'années pour une toiture qui est donnée à 30 ou 40 ans de durée de vie. Ça reste tout à fait intéressant. Quand on va engager des travaux d'assainissement énergétique sur un bâtiment, on va être exposé à plusieurs risques. Le premier, c'est celui de réaliser des travaux en urgence. C'est-à-dire que si on attend le dernier moment pour faire les travaux, on a ce risque-là de réaliser des travaux en urgence et de prendre des mauvaises décisions. Par exemple, si la chaudière mazout de 200 kW rend l'âme en plein milieu de l'hiver, ben, ce qu'on va faire, on va vite appeler un chauffagiste qui va remettre une nouvelle chaudière mazout de 200 kW, alors que la solution la plus pragmatique aurait peut-être été une chaudière pellet de 80 kW, parce que la chaudière mazout, quand elle a été mise en place il y a 25 ou 30 ans, elle était adaptée à des besoins du bâtiment qui ont peut-être beaucoup évolué depuis. Puis on va peut-être manquer des opportunités aussi, l'opportunité de changer de vecteur énergétique, d'abandonner les énergies fossiles, et de profiter de subventions ou de profiter de faire d'autres travaux qui vont avec, puis qui permettraient de faire intervenir les entreprises une seule fois, donc de réduire les coûts. Il y a aussi le risque de travailler au coup par coup, c'est-à-dire de prendre chaque année, de faire des petits travaux à droite, à gauche, sans avoir une vision globale, sans assurer la cohésion de ces différents travaux. Là, le risque qui est entraîné, c'est de payer certains travaux à double, puisque par exemple, si on va refaire toute une isolation au plafond d'un sous-sol
et puis que quelques années après, on vient refaire toutes des conduites qui sont accrochées à ce plafond, ben, on risque en retravaillant les nouvelles conduites de dégrader l'isolation qu'on a posée 1 ou 2 ans avant, par exemple. Ou alors si on fait les façades, puis une autre année on fait la toiture, ben, on devra payer 2 fois l'échafaudage. Le risque en travaillant au coup par coup aussi sans vision globale, c'est de se retrouver avec des installations techniques ou un bâtiment, hein, une enveloppe qui n'est plus adaptée aux besoins. De plus se rendre compte qu'on est en train de d'étendre des réseaux petit à petit, puis qu'à la fin, on se retrouve devant une usine à gaz. Le risque, c'est aussi d'avoir des écarts de performance entre ce qu'on attend comme économie d'énergie et ce qu'on a réellement. Puisque quand on va faire une rénovation assez lourde, globale, là, on va vraiment prendre le temps d'ajuster le réglage des installations techniques parce qu'il y aura une influence directe qui va se sentir. Puisque si on fait des petits travaux à droite à gauche, on ne va pas forcément penser au bout d'un moment à réajuster le réglage de ces différentes installations techniques. Et on n'aura pas les économies d'énergie attendues au rendez-vous. Donc, pour éviter tous ces risques, c'est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de son bâtiment et puis de tracer une sorte de feuille de route pour anticiper au mieux les besoins futurs. Donc, les conseils pour une planification efficace de tous ces travaux d'assainissement, le premier, c'est de réaliser régulièrement des audits. Alors, selon le type de bâtiment, selon la vitesse à laquelle ils évoluent, ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Peu importe, c'est important quand même de prévoir, de faire un état des lieux technique du bâtiment de manière régulière pour savoir quelle est la durée de vie résiduelle des différents éléments qui composent mon bâtiment, hein, que ce soit l'enveloppe ou que ce soit les installations techniques, à quel moment je vais devoir les remplacer. Ça va être aussi d'anticiper les mauvaises surprises. Voilà, si on prévoit à l'avance qu'on va refaire des locaux sanitaires avec des carrelages qui potentiellement contiennent de l'amiante, c'est bien de savoir à l'avance s'il y a de l'amiante pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un surcoût ou quels seraient les éventuels coûts de dépollution, ou de savoir que si on touche à un élément, il y a un moment on devra le remettre aux normes, ce qui va peut-être aussi entraîner un surcoût pour le remettre à niveau vis-à-vis du contexte légal ou normatif. Ces audits, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les aspects fonctionnels du bâtiment. Est-ce que mon bâtiment est bien adapté aux besoins? Déjà, se reposer la question, quels sont les besoins réels de mon bâtiment? Est-ce que l'agencement des locaux correspond toujours aux besoins? Est-ce que les installations techniques sont bien adaptées aux besoins de ce bâtiment? Est-ce que les consignes de température au niveau du réglage des installations sont toujours adaptées aux besoins qui ont été définis? Voilà, pour avoir vraiment une feuille de route qui fixe les priorités, qui anticipe les adaptations et qui permettent de ne pas manquer d'opportunités de mutualiser les travaux, d'obtenir des subventions ou autres. Après, cette feuille de route, elle peut évoluer dans le temps aussi, hein, mais c'est important qu'à un moment donné, on donne une vision, un cap à long terme, même si on sait que ce cap il peut être sujet à certains ajustements en fonction des différents aléas de la vie. Je vais terminer ma présentation par quelques exemples. Par exemple, pour le remplacement des vitrages, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Changer une fenêtre, c'est vraiment pas simple. Les paramètres qui concernent un vitrage, au niveau thermique, hein, il y a la résistance thermique du vitrage, hein, entre un simple, un double ou un triple vitrage. Il y a le facteur solaire. Un double vitrage, il peut y en avoir qui laisse passer 3-4 fois plus de chaleur du soleil que d'autres. Ce facteur solaire, il peut être important pour réduire les besoins de chauffage en hiver. Avec des vitrages qui laissent passer beaucoup de soleil, on va réduire les besoins l'hiver, mais par contre, on va être plus exposé à la surchauffe en été. Donc c'est vrai que selon le type de bâtiment, il va falloir judicieusement choisir le facteur solaire des vitrages. Est-ce qu'on a avantage à avoir des vitrages qui laissent peu entrer la lumière ou au contraire qui aident à chauffer le bâtiment? L'étanchéité aussi, la durabilité des différents cadres. C'est vrai que pour les grandes fenêtres, les cadres PVC coûtent moins cher, mais ils ont aussi tendance à avoir une durée de vie un peu plus courte que d'autres technologies. Donc ça, dans un calcul de coût de cycle de vie, il faut aussi en tenir compte. Le type d'ouverture, est-ce que la fenêtre, elle a besoin de s'ouvrir? Et si oui, comment elle doit s'ouvrir? Est-ce qu'elle s'ouvre à la française? Est-ce qu'elle s'ouvre en imposte?
Et cette ouverture, qui l'a fait? Est-ce que c'est à l'utilisateur, manuellement, d'ouvrir la fenêtre, on lui laisse cette responsabilité? Ou est-ce qu'on sait qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper et puis qu'il y a quand même un besoin d'ouvrir ses fenêtres, par exemple, pour rafraîchir en été, et qu'à ce moment-là, on va l'assister en mettant en place des moteurs pour automatiser ces ouvrants. Et en plus des fenêtres, va aller de pair la question des protections solaires, puisque il faut profiter des changements de fenêtre pour se poser la question, est-ce qu'on garde le même type de protection solaire? Est-ce qu'on a des stores toiles? Est-ce qu'on a des stores à lamelles? Dans quelle position ils sont? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que c'est judicieux qu'ils soient là? Quel est le facteur solaire de ces protections solaires aussi? Est-ce qu'elles sont efficaces pour se protéger du soleil? Est-ce que quand on se protège du soleil, est-ce qu'il fait nuit à l'intérieur du bâtiment? Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de basculer sur un système de protection solaire qui permet quand même de laisser passer un maximum de lumière? Quelle est la résistance au vent? Est-ce qu'il y a une sensibilité qui fait qu'ils sont tout le temps en haut parce que le vent souffle trop fort et qu'on n'arrive jamais à les utiliser? Et le contrôle aussi. La même question que pour les fenêtres. Est-ce que ces stores, on laisse l'utilisateur les contrôler à sa convenance, ou est-ce qu'on ne peut pas compter sur le fait parce qu'il est occupé à autre chose, cet utilisateur, et puis du coup on va mettre en place un système de gestion automatique de l'abaissement des stores pour mieux se protéger de la chaleur en période estivale, quand il n'y a personne dans le bâtiment, par exemple. Si ce n'est pas automatisé, c'est un peu plus difficile. Donc là, je vous ai mis la photo d'un exemple d'un problème qu'on avait eu à traiter dans une chocolaterie, où là, il n'y avait pas de store sur certaines façades exposées sud, avec un contrôle important de la température dans l'ambiance, parce que le chocolat, c'est un élément très sensible, c'est au degré près la bonne température pour le façonner de manière idéale, qu'il a un bon aspect. Et puis là, on voit qu'effectivement, l'absence de protection solaire remettait en cause la qualité de la fabrication parce qu'on avait le soleil qui tapait contre le chocolat qui est foncé, puis qui faisait fondre ces barres de chocolat. Donc là, il y a eu des projets assez importants pour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger du rayonnement solaire en gardant quand même une certaine luminosité à l'intérieur des locaux. Autre exemple, la définition des besoins par zone. Moi, je vous ai dit, ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est quelle est la définition d'une enveloppe thermique. Voilà, c'est un espace fermé à l'intérieur duquel on maintient une ambiance bien précise. Je vais reprendre l'exemple du chocolaterie parce que c'est typiquement le genre d'industrie où cette question de la gestion de l'ambiance est très, très importante. On avait fait l'expertise d'une chocolaterie où il y avait plusieurs bâtiments en enfilade. Dans le premier, c'était là qu'on déchargeait la matière. Ensuite, on fabriquait la pâte de cacao, ce qu'on appelle le conchage. Puis il y avait le moulage, on mettait en forme les confiseries. Puis il y avait le processus d'emballage, on les emballait dans les petits papiers, dans les cartons. Puis on allait les stocker en attendant qu'ils soient expédiés chez les différents clients. Le premier bâtiment, lui, n'était pas chauffé. C'est là qu'on décortiquait les noisettes. C'était des machines fermées, autonomes. Il n'y avait pas d'opérateur. Il n'y a pas de nécessité de gérer le climat. La deuxième pièce, on fabriquait la pâte de cacao. Là, il y a besoin de températures très élevées, y compris dans l'ambiance, pour que le processus de fabrication se déroule bien. Pour le moulage, il y avait besoin de températures aussi élevées, mais un petit peu moins élevées. Pour l'emballage, là, cette fois, il fallait que le chocolat soit bien solide, qu'il ne colle pas aux doigts des opérateurs. Donc là, il y a besoin d'une température raisonnable. Et pour le stockage, il fallait contrôler non seulement la température pour pas que le chocolat ne se transforme, mais aussi le taux d'humidité, parce que comme c'était beaucoup d'emballage carton, il ne fallait pas que le carton gondole, etc. Donc là, on se retrouve avec des bâtiments accolés, qui ont des échanges vis-à-vis de l'ambiance extérieure, mais qui ont aussi des échanges entre eux. Et ce qui est important dans ce type d'analyse, quand on a comme ça, je n'ai pas représenté ici aussi, mais on avait aussi des chambres froides au milieu, on avait bien plus d'échanges que là, j'ai un peu simplifié. Ce qu'il faut bien se rendre compte dans ce type de bâtiment, c'est que les pertes qu'on a d'une zone vers l'autre, parce que là, par exemple, ma zone conchage est quand même 10 degrés plus élevée que la zone moulage, donc j'ai quand même des échanges de chaleur potentiellement importants au travers des cloisons, mais aussi au travers des portes ouvertes. C'est que ces échanges, ils vont être payés deux fois. C'est un coût pour la zone qui perd l'énergie,
puisqu'on a la chaudière derrière qui doit compenser cette perte énergétique. Et dans ma zone moulage, il y avait déjà trop de gains de chaleur. C'était une zone qui était refroidie. Et donc cette chaleur supplémentaire qui arrive de la part de la zone, la zone voisine, c'est aussi des kilowattheures qu'il faut évacuer avec une machine de froid. Donc ces échanges entre les zones, on les paye à double. Donc c'est très important d'y mettre beaucoup d'accent, même si les écarts de température sont peut-être moins importants qu'avec l'extérieur à certaines périodes de l'année. Le fait qu'il soit payé à double, c'est un paramètre qu'il faut bien maîtriser. Donc c'est important quand on définit les besoins, de bien savoir où s'arrêtent les différentes enveloppes thermiques de mes différentes zones dans mon bâtiment, pour ensuite pouvoir définir à quel endroit il faut prendre des mesures pour améliorer le bilan énergétique du bâtiment. Dernier point, c'est l'exemple d'une usine qu'on avait visitée, où il y avait une évolution qu'on peut appeler organique, c'est-à-dire qu'elle évolue petit à petit, et à la fin on se retrouve avec quelque chose qui manque de cohérence. Donc c'était une usine sur plusieurs étages, avec principalement des ateliers, mais aussi des zones de bureaux. Sur cette usine, il y avait une machine de froid. Et cette machine de froid elle était là principalement pour refroidir des machines de production, une boucle de froid à 6 degrés. Il y avait aussi d'autres machines qui avaient besoin de 12 degrés. Donc là, ce qui avait été fait, c'était de se piquer sur la boucle de 6, de la réchauffer avec une vanne 3 voies pour refroidir la machine, les autres machines avec du 12 degrés. À côté de ça, c'était une usine aussi qui était passablement vitrée, puis qui avait des protections solaires qui étaient en tout cas en mauvais état ou qui étaient des fois même carrément absentes dans certaines zones. Donc c'était un bâtiment qui était pas mal exposé aux rayonnements solaires, donc avec des températures dans les ateliers qui évoluaient beaucoup, et comme c'était de la mécanique de précision, il fallait contrôler l'ambiance. Donc pour le confort des usagers dans les bureaux, ainsi que pour la qualité de fabrication dans les salles des machines, il y avait besoin de mettre en place des climatisations. Ces climatisations, elles avaient besoin d'être alimentées en 16 degrés. Donc là, on se repiquait sur la boucle à 6 et on réchauffait à nouveau pour alimenter une deuxième boucle à 16 degrés. Il y avait aussi d'autres machines à d'autres endroits dans l'usine qui étaient éloignées des boucles de froid, qui avaient leur propre petite machine de froid à côté. Et cette machine de froid, bien sûr, elle rejetait la chaleur dans l'ambiance, ce qui augmentait encore les besoins de climatisation des zones ateliers. Et on avait même aussi d'autres machines à 6 degrés qui n'étaient pas piquées sur le réseau à 6, mais qui étaient piquées sur le réseau à 12 pour redescendre à 6 via une autre machine de froid, ce qui entraînait encore à nouveau des besoins de clim dans l'ambiance. Donc là, on voit qu'il y avait une sorte de, quand même un manque de cohérence. On a du 6 degrés qu'on réchauffe à 12, qu'on rebaisse à 6, avec de la chaleur qui est émise dans l'ambiance, qu'on refroidit ensuite avec de la clim. Donc là, on le voit vraiment ici sur ce schéma, qu'on a vraiment des coûts qu'on paye à double. Donc ce qui a été proposé par exemple comme assainissement sur ce bâtiment, c'était déjà au niveau de l'enveloppe de mettre en place des protections solaires pour réduire les gains solaires et donc réduire les besoins de climatisation des zones bureaux et des zones ateliers. Ensuite, c'était plutôt que de brancher ces climatisations qui avaient besoin de 16 degrés, de leur dédier une machine de froid spécifique qui aurait un bien meilleur rendement. Et toutes les machines qui n'étaient pas reliées sur le réseau à 6 degrés, le but c'était de les y relier pour pouvoir supprimer toutes les petites machines de froid supplémentaires qui rejetaient de la chaleur dans l'ambiance. Et donc en faisant ça, on a encore plus fortement réduit les besoins de climatisation des ateliers. On les a réduits vraiment au minimum possible. Et ce qui a permis d'ailleurs de remplacer la grosse machine de froid qu'on avait sur le toit par une machine plus petite, plus efficace, qui fonctionnait aussi potentiellement un peu moins souvent. Voilà. Donc voilà, vous avez ici le résultat entre avant et après. Et là, on se rend compte qu'en faisant ce petit schéma, même sans avoir mis les kilowattheures qu'on économise, mais quand on se pose puis qu'on regarde son bâtiment et puis qu'on fait des petits schémas de comment se distribue l'énergie dans le bâtiment, on se rend vite compte où sont les potentiels d'amélioration. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce client-là, il s'était aussi projeté dans le long terme
Il sait que sa prochaine étape, ça sera de remplacer toutes les machines qui sont encore sur du 6 degrés, de les remplacer par des machines qui peuvent fonctionner avec du 12 degrés pour pouvoir augmenter encore l'efficacité de la machine de froid dédiée aux machines. Donc voilà, j'en ai terminé. Vous avez vu qu'on a parlé de tout sauf quasiment de l'isolation, parce que effectivement, c'est un des buts aujourd'hui, c'est qu'on se rende compte que quand on parle d'enveloppe thermique du bâtiment, on parle de tous les échanges qui se jouent dans une enveloppe thermique bien définie. Et donc ces échanges, ils vont concerner bien sûr l'isolation du bâtiment, bien sûr la qualité des fenêtres, ça va être le chaud, la chaleur qu'on perd en hiver, mais ça va être aussi le froid, c'est-à-dire les gains solaires en été qui vont faire qu'on va devoir peut-être climatiser ces locaux. Et ça va être aussi toute la dépendance, l'interdépendance avec les installations techniques. Est-ce qu'elles sont adaptées, est-ce qu'elles sont bien réglées pour répondre au cahier des charges dont on a besoin dans ce bâtiment. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.